Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là parce que j'étais au CNRS, enfin je suis en disponibilité du CNRS, donc ça fait plaisir de revenir au CNRS de temps en temps. Donc je co-dirige la branche française du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Donc je vais faire une petite présentation du laboratoire au début pour situer un peu nos activités et un peu la façon dont on fait de la recherche à Facebook, si je me dis que ça peut être intéressant pour vous. Et ensuite, en fait, je ne vais pas vraiment parler de mon sujet de recherche, mais je vais plutôt parler en fait de ce qui se fait en HPC à Facebook. Donc j'ai demandé des pointeurs à nos ingénieurs et à nos chercheurs HPC. Donc je suis assez au courant de ce qui se passe, mais si vous avez des questions extrêmement techniques, je serais ravi de les renvoyer vers les spécialistes. Ils seront ravis de vous répondre. Alors, voilà, donc en fait, en gros, bon, c'est des chiffres en plus qui ne sont pas très à jour, je crois, à part pour les messages textes, celui-là je l'ai mis à jour aujourd'hui. Donc en gros, c'est juste pour illustrer en fait les quantités de données qu'on a traitées à Facebook tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui traitent toutes ces données quotidiennement, mais donc il y a beaucoup d'images, des milliards par jour. Il y a maintenant de plus en plus des millions et bientôt il y aura des milliards de vidéos qui sont mises en ligne chaque jour. Maintenant on peut faire avec un live, on peut prendre des vidéos live depuis son téléphone et les broadcaster partout dans le monde en live et on peut en traiter des millions. Un message qui est intéressant, c'est le premier, c'est les nombres de messages textes qu'on peut envoyer par Messenger ou WhatsApp, donc c'est 60 milliards par jour. En gros, c'est 3 fois plus que tous les SMS envoyés dans le monde. Donc en gros, on a des ordres de grandeur qui sont énormes. Et donc il y a des progrès en infrastructure et en traitement de données qui sont vraiment très importants. Moi, je vais parler plus précisément du laboratoire d'IA, qui s'appelle Facebook AI Research, donc dont la mission n'est pas de traiter au jour le jour les masses de quantité de données. Ça serait éventuellement dans le futur de pouvoir faire un meilleur traitement de ces données-là. Mais nous, on est vraiment dans la recherche amont. Donc le laboratoire, en quelques dates, il a été créé en décembre 2013 sur la volonté directe de Mark Zuckerberg, qui a eu la volonté de créer un laboratoire de recherche amont en intelligence artificielle. Ils avaient déjà des chercheurs et des équipes d'ingénieurs pour traiter les données. Il s'est dit qu'il fallait se doter d'une branche de recherche qui soit beaucoup plus fondamentale que ce qu'ils avaient déjà. Donc ça a été créé en 2013 et le laboratoire est dirigé par Yann Lequin. Donc vous avez sûrement entendu parler, ou peut-être, puisqu'il a donné un cours au Collège de France au printemps, par exemple, et qui est un Français, un des pionniers des réseaux de neurones, et qui dirige le laboratoire depuis 2013. Donc en fait, pourquoi la création d'un laboratoire à Facebook? Alors, en gros, voilà un peu la mission du laboratoire en quelques lignes. C'est essayer de produire des outils qui permettent de traiter les données dont on vient de parler et promouvoir un traitement plus intelligent à travers des avancées en IA qui peuvent concerner le traitement des images, le traitement des vidéos, le traitement du texte. Et c'est aussi, bien sûr, proposer de pouvoir prendre les services qui sont actuellement mis en place par Facebook, que ce soit le traitement des messages, tout ce qui est placement du fil d'information, etc. Il y a beaucoup de services qui sont basés déjà beaucoup sur des algorithmes d'apprentissage et d'intelligence artificielle. Évidemment, en se dotant d'un laboratoire, on se dote aussi d'un centre d'experts internes qui peut aider au développement de ces méthodes, qui sont pour le coup beaucoup plus appliquées que la recherche qu'on fait au jour le jour, mais qui bénéficient quand même en fait, d'une expertise interne. Évidemment, on va faire quelques brevets aussi, donc on va participer à la création du portfolio de brevets de Facebook. C'est quand même important. Il faut savoir qu'on brevette essentiellement pour des brevets de défense et que la plupart du code qu'on fait en recherche est open source. Évidemment, on publie beaucoup d'articles, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui par exemple. Je peux vous parler librement de la plupart des choses qu'on fait. Je ne vais pas parler beaucoup des articles et de la recherche que je fais, mais en fait, je vous donne le pointeur vers le site de notre laboratoire à la fin. Et en fait, tous les articles sont mis en ligne, souvent sur Archive en général. Donc quelques chiffres. Au jour d'aujourd'hui, ça évolue, mais je pense qu'on doit être 45 ou 50 chercheurs dans des disciplines qui sont plutôt... La discipline principale, c'est machine learning, apprentissage machine. Il y a beaucoup aussi de traitement de la langue naturelle, évidemment de traitement des images, traitement des vidéos. On a aussi quelques théoriciens, des mathématiciens, des statisticiens plus classiques. Et on a avec ça à peu près 20-25 ingénieurs
qui eux ont une formation plus appliquée et qui travaillent en collaboration avec les chercheurs pour en fait permettre soit de développer des projets à plus grande échelle, soit de les transférer dans des produits. Et donc la proportion, c'est à peu près 2 tiers de chercheurs pour 1 tiers d'ingénieurs. Ce qui est une proportion voulue par Yann Lequin. On pourra vraiment favoriser l'innovation. Trois localisations pour le laboratoire. Menlo Park, ce qui est marqué MPK, c'est le siège de Facebook. Donc c'est là où le laboratoire, une des parties. Le centre du laboratoire est en fait à New York, où est basé Yann Lequin. Et la troisième branche, la seule branche qui est pas aux États-Unis, est à Paris, pas très loin d'ici, métro Bourse, dans les locaux de Facebook France. Donc en gros, quand on dit qu'on fait de la recherche en IA, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donc quelques slides pour préciser ça. En gros, on va essayer de faire des systèmes qui sont capables de faire de la perception et aussi du raisonnement à la manière dont on pense que les humains sont capables de le faire. Ou en tout cas, on va essayer de permettre de faire des raisonnements qui permettent d'aller plus loin que ce que les machines sont capables de faire pour l'instant. Donc ça va se traduire dans plusieurs modalités. Même ma spécialité, personnellement, c'est le langage. Donc ça va être capable de permettre aux machines d'avoir une compréhension du langage plus profonde, pour faire des systèmes de questions-réponses, pour faire des systèmes de dialogue, pour faire des systèmes de résumé. Ça va aller plutôt, si on parle plutôt de thématiques de vision, là on va vouloir avoir reconnaissance d'images, reconnaissance de vidéos, étiquetage d'images, compression, et même si on veut mélanger le langage et l'image et qu'on veut faire des systèmes qui décrivent automatiquement des vidéos à partir de langage, etc., c'est des thématiques, toutes ces thématiques sont vraiment au cœur. En langage, une des thématiques qui est très importante et qui est à la cheval entre l'appliqué et le fondamental et la traduction automatique, qui est quelque chose dans lequel on investit beaucoup, puisqu'il doit y avoir 60, peut-être 100 langages maintenant qui sont sur Facebook. Donc en fait, la plupart des gens ont des amis qui ne parlent pas le même langage et on essaie de les traduire automatiquement. C'est extrêmement important. Le dernier point sur ce slide, c'est ce qui s'appelle le planning. Donc en fait, c'est vraiment un peu ce qui est au cœur de l'intelligence artificielle maintenant. C'est essayer d'avoir des machines qui sont capables de développer des stratégies pour résoudre des tâches trop compliquées en définissant des buts intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment là où il y a beaucoup d'efforts sont faits en ce moment, souvent à base de ce qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, qui permet en fait à l'algorithme d'essayer de définir une séquence d'actions qui lui permet d'accomplir une tâche. Donc en 2 mots, la vision à faire, c'est d'être capable et la vision à Facebook, c'est de dire que l'intelligence artificielle va être en fait le média entre les gens entre eux. Donc par exemple, la traduction est vraiment un exemple de ça. C'est-à-dire qu'on pense que l'IA peut permettre aux gens de communiquer mieux si on est capable de traduire automatiquement. Mais aussi, évidemment, l'interface, l'IA, c'est l'interface entre les humains et le monde digital. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui permet en fait d'accéder aux masses d'informations qu'il y a dans ce qu'on appelle ici le monde digital, par le biais d'outils qui sont développés à base d'intelligence artificielle, que ce soit des moteurs de recherche, des systèmes de questions-réponses, etc. Donc je passe un peu vite, mais si vous avez des questions là-dessus, mais je voudrais aller rapidement sur la deuxième partie. Donc je ne sais pas qui est vraiment familier ici dans ce public avec ce qui est le machine learning et l'apprentissage machine. Mais en 2 mots, en fait, c'est la philosophie de ce champ de recherche et de ces méthodes. C'est qu'en fait, on va considérer qu'on n'est pas capable de programmer entièrement le système pour être capable d'accomplir les tâches en lui spécifiant absolument tous les paramètres. Au contraire, on va plutôt définir un système avec des paramètres libres. Souvent, et c'est pour ça qu'on fait une connexion avec le HPC, souvent des paramètres libres, il y en a des millions, voire des milliards. Et en fait, le but, ça va être de passer par une phase d'apprentissage où on va montrer des exemples à la machine de ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Et en montrant ces exemples, un algorithme d'optimisation va mettre à jour les paramètres libres pour arriver à une solution qui permet d'accomplir la tâche de façon satisfaisante. Donc c'est vraiment toute la philosophie du machine learning, elle est là. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ce que je dis avec des mots comme ça, mais l'idée est là. Donc en fait, on a souvent un corpus d'apprentissage qui vont être des données souvent étiquetées qui vont refléter ce qu'on veut faire. Donc ici, c'est un exemple pour reconnaissance de visage. Donc on va avoir beaucoup d'images avec des images étiquetées. En traduction, ça va être des livres entiers ou des corpus entiers de phrases alignées, avec en anglais et en français par exemple. On va donner ça à un algorithme, souvent maintenant un réseau de neurones, donc on va parler de deep learning. Et l'algorithme va mettre à jour ses paramètres libres en fonction des exemples, afin d'arriver à une solution pertinente. Donc je viens de mentionner le mot deep learning, qui est aussi devenu assez populaire, qui reflète en fait toute la recherche en réseau de neurones, et le mot deep réfère à réseau de neurones profond, c'est-à-dire qu'on va empiler des couches. Donc le deep learning, ça existe depuis 30-40 ans. Il y a vraiment eu un essor fondamental
à partir des années 2005-2010. Et là, maintenant, c'est devenu la méthode de référence. L'essor fondamental est dû à deux facteurs. Et pas le facteur qui est qu'on a développé des nouveaux modèles. Les modèles existaient depuis très longtemps. Et le succès d'Yann Lequin, c'est d'avoir commencé à travailler sur ces modèles dans les années 80, d'avoir continué à travailler sur ces modèles jusqu'à leur explosion dans les années 2010. Donc c'est vraiment quelqu'un de très obstiné, ce qui est bien. Et donc en fait, pourquoi ça ne marchait pas jusqu'à il y a genre 5-10 ans? Pour deux raisons. Il n'y avait pas assez d'exemples. Donc je vous ai dit qu'en apprentissage, il faut avoir des exemples pour être capable d'apprendre la tâche. Les ensembles d'apprentissage à l'époque étaient d'une centaine d'exemples, voire d'un millier d'exemples. Quand on veut faire de la traduction de français-anglais, si on donne un millier d'exemples, on a à peine couvert le titre. Donc en fait, c'était beaucoup trop petit par rapport à la complexité des problèmes. Donc là, maintenant, on est capable de générer des algorithmes, des ensembles d'apprentissage de millions, de dizaines de millions, de milliards d'exemples. Donc on est quand même à des échelles beaucoup plus grandes. Et évidemment, parallèlement à ça, quand les données sont générées de façon plus grande, eh ben, on a aussi été capable de traiter ces données plus rapidement avec le développement de méthodes de calcul rapide, et en particulier l'essor des GPU. Voilà, donc là, c'est c'est vraiment l'architecture pour faire la reconnaissance de visage. Donc ça montre un peu ce que fait un algorithme de deep learning. Donc dessous, c'est toutes les boîtes représentent un algorithme à convolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais toutes les boîtes, c'est beaucoup de paramètres. Cet algorithme ici a 1 milliard de paramètres à mettre à jour. Et en fait, comment ça se passe, c'est que les images arrivent en entrée, donc sur le côté gauche, et elles sont traitées de façon séquentiellement par plusieurs couches. Et en fait, on peut regarder ce que chaque couche encode. Les paramètres libres, en fait, au début, sont aléatoires. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, chaque couche va finalement se spécialiser pour encoder différentes parties. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce cadre-là, c'est que plus on va profond, donc plus on s'éloigne de l'entrée, plus les couches en fait ont des représentations qui sont structurées, qui ressemblent en fait à des visages. Donc au début, la première couche va juste faire ce qu'on appelle des filtres très simples qui vont juste montrer des lignes, des edges de différentes orientations. Et en fait, après, on peut voir dans la deuxième partie du réseau, on va plutôt avoir ce qui ressemble à des bouts de visage. La troisième partie, c'est quasiment des prototypes de visage. Et enfin, tout au bout du réseau, on va demander qui est la personne dans l'image. C'est pour ça que ça peut être Yann, et le réseau est capable de donner une probabilité pour chacune des étiquettes. Ici, c'est Yann à 90%, mais je ne vais pas donner d'image en entrée, donc je ne sais pas comment il dit ça. C'est un exemple là. Donc voilà, et en fait, pourquoi est-ce que... je pense que je n'ai même pas besoin de donner slide, en fait. Le deep learning et le machine learning et l'IA, c'est crucial pour Facebook, pour juste permettre de faire avancer tous les services qui sont mis en place. Donc maintenant, deuxième partie de la présentation, où là, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails, en fait, à Facebook AI Research, étant donné ce contexte de recherche en IA, qu'est-ce que ça veut dire faire du HPC et comment ça nous impacte. Et en fait, je commence par un slide qui n'est pas de moi, qui est de NVIDIA, je pense de cette année, keynote de cette année. NVIDIA maintenant a vraiment une énorme division qui fait de la recherche en deep learning, et surtout pour les architectures et pour les softwares. Et donc là, j'ai pris celui-là, donc ça c'est quasiment le même réseau que celui que je viens de vous montrer. Alors les images sont un peu différentes, mais enfin, c'est vraiment les mêmes, je pense que c'est même exactement les mêmes images en haut. Il y a des images qui sont pratiques. Donc en fait, c'est surtout pour les chiffres qui sont sur la colonne de gauche que j'ai pris ce slide. Donc en fait, cet algorithme, donc, il a 10 couches. Donc souvent, on parle de deep learning à partir de 3 couches. C'est assez arbitraire, mais 10 layers, c'est quand même assez important. Donc c'est 1 milliard de paramètres. Pour l'apprendre, en tout cas celui-là a été appris avec 10 millions d'images. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était 30 exaflops pour l'apprentissage. Et en fait, ça veut dire en fait 30 jours d'apprentissage sur des cartes graphiques, je pense aujourd'hui. Donc ça, si vous ramenez ça à l'âge du CPU et à l'âge du CPU d'il y a 30 ans, voilà, c'était genre plusieurs vies humaines. C'était même impossible en fait d'essayer de concevoir ce que ces machines pourraient faire, parce qu'on était en fait, sachant que l'algorithme, l'architecture ici, elle était déjà quasiment dans la thèse de Yann Lequin dans les années 80. Après, peut-être pas aussi profonde comme ça, mais tous les éléments étaient déjà. Sauf qu'en fait, c'était absolument impossible d'essayer de concevoir à quoi elle serait capable de faire quand on pensait à des ordres de grandeur comme ça, qui étaient complètement impensables. Voilà, donc après, il y a une comparaison avec le cerveau humain que je ne me ferai pas, puisque je pense qu'il y a encore il n'y a pas juste à rajouter 1000 fois plus de paramètres, à mon avis. Mais c'est vrai que du coup, en ordre de grandeur, apparemment, effectivement, on s'approche, en fait, un réseau comme ça s'approche, il n'y a plus que 1000 fois moins de paramètres qu'un cerveau humain, mais je crois que les connexions sont un peu différentes. Voilà, donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que
En gros, le deep learning sans le HPC et les cartes graphiques, en fait, il se serait rien passé. Parce qu'il aurait été impossible. Et je prends l'exemple des réseaux à convolution, qui est l'exemple typique pour le traitement des images. En fait, maintenant, pour le traitement du langage et ce qui s'appelle les réseaux de neurones récurrents, qui aussi font une utilisation massive de GPU et de données. Donc en fait, c'est pour le traitement de la langue du speech et de la reconnaissance de la parole, c'est aussi pareil. Il y a aussi une utilisation de GPU. Donc je prends l'exemple des images, mais en fait, c'est complètement général. Donc là, c'est une petite timeline qui a été faite par un de mes collègues à New York, Nicolas Vasilache, qui travaille en fait sur essayer de faire les réseaux à convolution plus rapides sur les GPU. Donc en fait, déjà à droite, il y a ce qui s'appelle ImageNet. ImageNet, c'est le concours tous les ans de reconnaissance d'objets. Il y a 1 million d'images d'apprentissage, 1000 classes, et le but c'est d'essayer de les classifier le mieux possible. Donc en fait, ce concours a commencé en 2010, peut-être avant. La petite boîte jaune, où vous voyez la cassure de la courbe, c'est quand les premiers modèles ont été appris sur GPU. On a complètement changé de pente en termes de... Sinon, avant, on suivait la pente linéaire avec l'accélération des CPU. Là, en passant en GPU, on a complètement changé de type de trajectoire. Et en gros, les barres vertes, je pense que c'est le nombre de compétiteurs qui utilisent des GPU. En gros, maintenant, tout le monde utilise des GPU. Personne n'utilise quelque chose d'autre. Donc en gros, la timeline, c'est qu'en 2012, donc, le réseau que je vous ai montré avant, il utilisait des GTX 580 en GPU. Donc il arrivait à apprendre sur 2 GPU en parallèle, parce qu'évidemment, maintenant, il faut aussi apprendre sur plusieurs GPU en parallèle. Donc c'est 3,2 teraflops par seconde. 2 ans plus tard, on était à 17,2 teraflops par seconde. En 2015, on est passé à 45. Et là, cette année, avec les DGX-1, qui sont en fait des boîtes avec, je pense, 8 GPU Pascal, on est à 170 teraflops par seconde. Et ça va continuer. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement en train d'exploser les capacités de calcul. Et le réseau qui s'appelle AlexNet, qui est celui que je vous ai montré, qui est vraiment le premier réseau à convolution qui a été appris, qui a été capable d'avoir des performances vraiment énormes. L'article, quand ils l'ont publié, le réseau a été appris donc, avec 2 GPU pendant 1 mois. Maintenant, à Facebook ou dans les autres entreprises, on peut l'apprendre en 2 heures. Donc il y a vraiment des changements vraiment très très importants. Et après, en parallèle, donc ça c'est vraiment l'impact des nouvelles architectures. Et en parallèle, il y a aussi les réseaux à convolution qui sont en fait beaucoup de multiplication de matrices et de grosses matrices. Donc ces milliards de paramètres sont en fait sur plusieurs matrices. Mais en fait, il y a aussi toute une recherche au niveau mathématique et implémentation des opérateurs. Donc ça va partir et ça se fait plutôt dans les librairies qui sont développées, comme Torch qui est développé chez nous à Facebook, ou alors TensorFlow qui est développé à Google, ou alors QDNN qui est la librairie bas niveau pour faire des convolutions qui est développée par NVIDIA, ou alors je pense qu'il y a aussi, c'est pas là, mais il y a aussi des librairies qui sont développées par des entreprises comme Nervana, qui a été rachetée par Intel. Donc il y a toute une suite de progrès aussi algorithmiques qui ont permis ces avancées. C'est pas juste... là maintenant on est sur des low precision ou Vinograd convolution, qui est apparemment le standard. Donc en gros, voilà, en un slide un peu résumé, il y a des innovations algorithmiques, donc on est aussi capable de faire des réseaux compressés. Donc c'est-à-dire qu'en fait on peut apprendre un réseau avec 1 milliard de paramètres, mais finalement on est capable, par exemple en utilisation test, on est capable de le compresser pour être 10 fois plus petit. Donc on peut gagner du temps là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui date de l'année dernière et qui, quand on veut utiliser des algorithmes, comme j'ai montré avant, dans des systèmes de production, est vraiment très intéressant. On a aussi, en termes d'apprentissage, évidemment, distribuer l'apprentissage pas sur une seule machine, mais sur des centaines de machines, des centaines de GPU. Là aussi, on gagne des ordres de grandeur. Donc là, je vais vous parler, j'ai un slide après là-dessus. Il y a aussi, évidemment, des nouveaux outils comme maintenant écrire les convolutions directement en assembleur. Donc ça, c'est ce qui a été fait par Nervana, une start-up qui a été rachetée par Intel un peu cette année, et évidemment des nouvelles architectures hardware. Voilà, oui, et ça, donc c'est aussi un autre slide qui explique, donc c'est pas pour les réseaux de convolution, c'est pour les réseaux de neurones récurrents, qui sont un peu la base maintenant pour le traitement du texte, et c'est aussi, en fait, l'évolution pour être capable d'utiliser les GPU au maximum. Donc en fait, ce qu'il faut évidemment, c'est être capable d'optimiser la mémoire du GPU et le transfert de données au maximum. Et donc ça, c'est l'impact en fait de comment est-ce qu'on est capable d'utiliser le GPU au maximum, et en fonction évidemment de la performance qu'on va obtenir.
Je vous laisserai les slides aussi si vous voulez plus de détails, parce que je vais assez vite, parce que je vois que j'ai déjà pris tout mon temps déjà, alors que je pensais être très rapide. Voilà, donc je vais vous donner donc trois slides sur le Distributed Deep Learning, et après je laisserai du temps pour les questions. Donc, en gros, le Distributed Deep Learning, c'est vraiment être capable de pouvoir apprendre en fait, ces gros réseaux sur plusieurs machines en parallèle. Et en fait, pour ça, nous, à l'intérieur de Facebook, on a développé quelque chose qui est Disto, qui est en fait la combinaison de plein de librairies open source qui nous permettent, en gros, de faire du RPC sur plusieurs machines qui auront chacune entre 4 et 8 GPU. Voilà. Et donc, ça utilise beaucoup de librairies open source qui ont été réalisées par Facebook, comme Folly, on utilise Thrift, donc nous, on est basé sur quelque chose qui s'appelle Torch, qui est une librairie de deep learning faite en C, dans le langage, avec un langage de script. Tout est écrit en C, à part un langage de script qui est du Lua. Et donc on utilise beaucoup de ça pour faire du calcul rapide. Donc ça serait des outils. Et après, moi, ce que j'aime bien, vraiment, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est un peu les algorithmes aussi. Ça, c'est un algorithme développé en fait à NYU il y a 2 ans. Donc en fait, pour faire l'apprentissage, on doit donner des exemples à l'algorithme, et il va mettre à jour ses paramètres libres. Donc en fait, évidemment, si jamais on distribue sur plusieurs machines, en fait, on va avoir plusieurs copies du modèle, et donc ça, qui vont chacune traiter des batchs et des parties différentes du dataset. Donc ça, c'est très efficace, évidemment, mais en fait, après, il faut que les modèles soient capables de synchroniser. Et donc en fait, ici, ce qui s'appelle Elastic Averaging, qui est vraiment une très très jolie idée, c'est qu'en fait, on ne va pas demander à tous les modèles d'être complètement synchronisés en permanence. On va juste essayer de leur demander d'être pas très loin les uns des autres dans l'espace des paramètres, que les paramètres ne soient pas très longs. Donc il s'appelle élastique, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il va y avoir une contrainte sur le fait que les modèles ne peuvent pas trop s'éloigner en fait, d'un modèle central, mais ils peuvent quand même avoir un peu de liberté, ce qui permet en fait d'être beaucoup plus flexible dans la façon dont on passe les données et dont on synchronise les updates, etc. Donc ils ont appelé ça Elastic Averaging, donc qui a été fait vraiment dans une université, et que nous, on est capable d'utiliser maintenant pour traîner sur... donc là, c'est un des derniers trucs. On apprend sur 32 nœuds avec 4 GPU par nœud. Et en fait, on n'a quasiment aucune perte du temps de communication entre les nœuds, par exemple. Donc ça, évidemment, ça aussi utilise MPI pour faire des protocoles de communication rapide entre les nœuds, etc. Et, voilà. Et tout ça, en fait, ça date de l'année dernière, d'il y a 2 ans. C'est-à-dire quand on a créé le laboratoire en décembre 2013, la plupart des technologies dont je viens de vous parler n'existaient même pas. Donc ça, tout va très vite. Voilà. Et sinon, une dernière partie rapidement sur quelque chose qui est fait à Paris, ici, et qui est vraiment extrêmement important pour Facebook aussi. C'est la recherche de similarité. Donc ça, c'est quelque chose qui n'utilise pas forcément de carte graphique, qui peut utiliser des cartes graphiques, mais qui utilise un CPU multithreadé, ça marche très bien, si on est capable de le faire bien marcher. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on peut représenter la plupart des objets dans Facebook comme des vecteurs, que ce soit les images, les utilisateurs, les éléments, les mots. Et en fait, si jamais on est capable de retrouver les éléments les plus proches dans cet espace vectoriel, on est capable de faire plein de systèmes très intéressants, comme des systèmes de recommandation ou des systèmes de search. Donc en fait, ça se formalise comme ça. Si on veut faire de la recherche d'images similaires et qu'on donne une image en entrée, donnez-moi les images les plus similaires. Comment est-ce qu'on va faire en similarity search? On va apprendre des index qui vont être en fait des vecteurs compressés du contenu de chaque image. On va essayer de les faire, les index, de façon assez petite pour qu'ils puissent tenir en mémoire. Donc après, c'est aussi il y a un compromis mémoire, taille de données, vitesse à avoir. Donc c'est évidemment, plus on les compresse, plus on perd en précision, mais plus on peut en mettre en mémoire, etc. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Mais en gros, il faut savoir que ce qu'on traite à chaque requête, c'est des milliards de requêtes. Évidemment, donc le trade-off, c'est la qualité de la recherche, la vitesse et l'utilisation mémoire, qui est souvent reliée à la vitesse. Et donc quelque chose qu'on a développé au laboratoire ici, qui a été présenté à la conférence ECCV, la conférence européenne de computer vision, la semaine dernière, c'est en fait un algorithme qui est capable de gérer... donc là, c'est des requêtes pour... en haut, le premier tableau, c'est 20 octets par vecteur, le deuxième, c'est 8. Et en fait, on peut regarder qu'on est capable... Celui d'en bas est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'en multithreadé, sur 20 threads, donc c'est la ligne tout en bas, en 30 microsecondes, on est capable de retrouver
aussi bien que le meilleur vecteur possible en 30 microsecondes sur un CPU classique. Et en fait, c'est 5 fois plus rapide à peu près qu'en faisant sur une carte graphique. Donc en fait, il n'y a pas que les GPU dans la vie. Si on utilise les CPU bien, et ça, c'est vraiment hyper essentiel pour tout. Et ça a été publié la semaine dernière à ECCV, donc c'est tout frais. Et voilà. Donc là, pour conclure, juste le dernier exemple que je vais te présenter, c'est un peu une illustration d'un peu ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire on fait de la recherche open research, donc on fait de la recherche ouverte. Donc on publie, ça a été publié la semaine dernière, enfin on doit publier 50 ou plus, ça change, on grossit, donc je ne sais plus, mais entre 50 et 100 articles par an. La plupart sont aussi en libre accès sur Archive. Notre code est en open source. Par exemple, je suis allé rapidement, mais dans les codes qu'on a fait pour faire des convolutions plus rapides sur GPU, il y a quelque chose qui avait vraiment bien marché, qui était basé sur les transformés de Fourier, qu'on a fait en 2014. On l'a mis en open source sur GitHub. Ça a été repris par NVIDIA, qui l'a intégré dans sa nouvelle version de leur librairie cuDNN l'année d'après. Donc nous, le code, on l'avait mis. Maintenant, pendant tout un an, il a servi en fait comme standard dans la librairie cuDNN. On n'a pas eu à le maintenir, ils l'ont même amélioré. Et là, maintenant, il ne sert plus puisqu'ils ont trouvé encore une technologie plus forte. Mais du coup, nous, en servant du matériel NVIDIA, du coup, on se resservait de notre code, mais optimisé, donc on était hyper contents aussi. Voilà, et on contribue à beaucoup d'initiatives open source, comme Torch, qui est la librairie centrale qu'on utilise. Voilà, et en bas, c'est le pointeur vers les ressources pour le laboratoire d'IA de Facebook. C'est une adresse un peu longue, je trouve. Mais il y a IA à la fin. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de Google qui passe de nouvelles architectures Ouais. différentes des GPU? Oui, la question c'est sur les TPU développés par Google et notre avis. Alors, on est intrigué parce qu'évidemment il n'y a pas eu beaucoup de résultats dessus. Il semble que donc évidemment on regarde avec intérêt. Nous, on n'a pas encore, on peut pas développer nos architectures nous-mêmes, on est beaucoup plus petits. Donc on travaille plutôt nous avec Nvidia ou avec Intel en fait pour faire des échanges. Sur le TPU, moi ce que je sais c'est que les premiers benchmarks qui ont été réalisés semblait vraiment favorable au TPU, dans le sens où il semblait que les utilisations de GPU n'étaient pas optimales. Donc tout le monde n'était pas extrêmement convaincu tout de suite. Mais c'est tout nouveau, donc en fait, on va voir, on travaille avec Intel aussi qui va sortir des nouvelles cartes. Voilà, parce qu'en fait, en gros, je parle beaucoup de GPU, il faut savoir que les GPU sont utilisés seulement dans une phase d'apprentissage, ils ne sont pas utilisés en production, dans les services qui sont servis aux utilisateurs. C'est pour ça que par exemple, être capable de compresser les modèles, pour les faire tourner sur des machines de production qui, elles, sont basées sur des processeurs classiques. C'est vraiment important. Donc en gros, si on est capable de revenir, même l'apprentissage avec des CPU ou avec des architectures hybrides, c'est aussi intéressant. Donc on essaie de tout faire. Mais on ne peut pas mettre de GPU en production pour l'instant. Merci Antoine. Merci beaucoup.